Premier rendez-vous, Pauline Vrolix. Un après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière, en direct sur La Première. Notre première invitée est une jeune femme de 28 ans, originaire de la Broye fribourgeoise. Enfant, elle subit du harcèlement scolaire et n'arrive pas à se fondre dans les groupes. Elle est comme trop sensible, différente. Depuis qu'elle a 5 ans, elle vit des sorties de corps et ressent des choses que les autres ne voient pas. Des expériences troublantes qui cessent quand elle décide d'entreprendre une formation d'ambulancière après son gymnase. Un métier qu'elle pratique jusqu'à ses 27 ans, avec tout de même son lot de surprises et d'inattendus. Une fois son uniforme de secouriste raccroché, elle se reconnecte à sa part spirituelle et apprend le métier de médium guérisseuse. Désormais, son activité est de faire l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des énergies subtiles. Notre deuxième invité est un quadragénaire lausannois à lunettes. Fils d'un prof de sciences politiques à l'université et d'une mère prof de théâtre, ado, il jouait du violon et se passionne pour toutes sortes de musique. Après une année de psycho et un passage par l'EPFL, il se forme comme réalisateur radio. Il œuvre pendant 13 ans, ici, en ces murs, pour différentes chaînes. En 2007, il devient directeur des Urbaines, un festival d'art vivant et performatif à l'esthétique souvent renversante qu'il fait croître pendant une dizaine d'années. Fort de cette belle expérience, il est depuis 2017 à la barre d'un des bateaux pilotes de la création contemporaine en Suisse romande, j'ai nommé l'Arsenic à Lausanne. Avec une ligne artistique que l'on pourrait résumer ainsi, radicale, alternative et un brin allumé. Notre première invitée est Elodie Mazza, notre deuxième invité est Patrick Derame. Bienvenue dans Premier Rendez-vous. De 14h à 15h, Premier Rendez-vous. Bonjour Elodie Mazza. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour Patrick Derame. Bonjour. Bienvenue à vous, vous connaissez la maison. Merci, oui un peu, oui. On commence avec vous Elodie Mazza. Racontez-nous une première rencontre qui vous a beaucoup marqué, beaucoup touché, allez-y. Oui, alors bien sûr comme tout le monde j'en ai beaucoup des rencontres, mais il y en a une en particulier que j'avais envie de partager avec vous. Et c'est le premier souvenir en fait que j'ai de rencontre avec ce que j'appelle le monde spirituel. Donc c'est vraiment avant même les sorties de corps, avant même tout ce qui s'est passé plus tard, de médiumnité physique, etc. C'est vraiment une image, donc c'est la première et la dernière fois jusqu'à maintenant que j'ai vu avec mes yeux physiques des silhouettes lumineuses de l'énergie en fait se matérialiser devant ce qu'on peut appeler des guides qui étaient là autour de mon lit et... Vous aviez quel âge? C'était comment? Enfin, vous étiez dans quel genre d'état d'esprit? Alors, c'était à peu près dans la même tranche d'âge des sorties de corps, donc ça a commencé vers 5 ans. Vous êtes une petite fille, ça doit quand même un peu vous paraître étonnant, non? Enfin, on sait que les enfants ont une imagination parfois débridée, mais... Oui, alors... Pour moi, l'âge, ça n'a pas vraiment de lien, enfin d'importance dans le sens où à ce moment-là, je pense que j'étais tellement proche de mon âme, enfin de ma partie spirituelle que il y avait même pas de mots ou d'inquiétude. J'ai juste compris ce jour-là que j'avais pas à avoir peur de la mort et qu'il y avait vraiment quelque chose d'autre qui existait au-delà de notre réalité. Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là dans cette première rencontre. Et ça a ouvert. Ça avait quelle forme justement ces lumières, etc. Ça avait une forme humaine, ça avait une forme... J'ai envie de dire une silhouette. Alors, j'ai envie de dire humaine dans le sens où on peut déceler une sorte de tête, de bras, mais ça allait même au-delà de ça pour moi de savoir si c'était une silhouette humaine ou pas. Mais disons que voilà, il y avait vraiment ces énergies qui étaient là. Donc c'était surtout très lumineux. C'est ce que je me souviens et la sensation que j'avais d'apaisement à ce moment-là. Ouais. Elodie Mazza, 5 ans et on perçoit comme ça des énergies fantastiques. Vous allez les préciser pendant cette émission, oui, on va en parler. Merci. De votre côté, Patrick Derame, s'agit-il aussi d'énergie spirituelle? Comme premier rendez-vous? D'énergie en tout cas. Mon premier rendez-vous dont j'avais envie de vous parler, c'est mon premier rendez-vous avec Yvette Yagui, politicienne lausannoise et suisse très connue. Donc on était en train de refaire le festival des Urbaines et il fallait une présidente pour la fondation. Donc j'ai pris contact avec Yvette Yagui par mail. À l'époque, le mail était quand même un petit peu moins courant qu'aujourd'hui, mais enfin... Vous avez quel âge, Patrick Derame? J'ai 45 ans. Voilà. Et alors je l'attends comme ça dans un troquet lausannois où elle donne ses rendez-vous, un peu nerveux, puis elle arrive, donc on lui explique un peu le projet, et puis après je lui dis mais alors est-ce que vous accepteriez d'être la présidente de la fondation Les Urbaines? Elle me dit je ne peux pas dire que cela ne m'intéresse pas.
Et donc, elle a laissé en suspens pendant comme ça 2 mois encore. On a fait plusieurs rendez-vous et elle nous a forcé à retravailler le projet jusqu'à qu'il lui paraisse convaincant et pertinent. Et puis après, elle a dit oui. Et ça a été un compagnonnage de quelques années où pour moi c'était une rencontre vraiment très marquante de rencontrer cette femme. Elle a fait un travail de mentorat avec vous brillante, en fait. D'encadrement bienveillant, sans on va dire sans trop disons c'était plus une supporter qu'une mentor, dans le sens qu'elle est peu intervenue. Mais par contre son exigence était comme ça dans l'air, comme son conseil le plus avisé par rapport justement au projet des Urbaines à l'époque, et donc je le rappelle, un festival de création contemporaine gratuit qui a lieu chaque année fin novembre, si je me rappelle bien. Je dirais que c'était un moment où les Urbaines étaient en train de se professionnaliser et quittaient gentiment l'associatif. Et elle a donné un certain nombre de conseils pour clarifier clairement le pouvoir, ce qui d'ailleurs m'a servi pour la suite, parce que j'étais pas directeur à ce moment-là, j'étais juste, je m'occupais d'un groupe de travail pour repenser le festival. Et après, une fois que j'ai pris la direction, donc j'ai dû postuler, tout ça. Et c'était beaucoup plus, disons que la clarté du poste qu'on avait mis en place était là très utile, parce qu'on était parti sur des projets très alternatifs, où on partageait beaucoup le pouvoir, mais qui étaient presque aussi à l'origine des problèmes qu'avait le festival à ce moment-là. Donc elle vous a, entre guillemets, ouvert les yeux sur votre volonté aussi peut-être de devenir un directeur, Patrick de Rame, c'est ça? Oui, je pense que Est-ce que c'était l'autorité? Qu'elle m'a peut-être non, mais je pense qu'elle m'a peut-être aussi appris qu'on pouvait être que l'ambition était quelque chose qui pouvait être bienvenu, et être un sentiment beau, et pas, disons, seulement quelque chose d'égocentrique, et que l'ambition de changer les choses, ça allait aussi avec un réalisme, un pragmatisme, mais aussi avec des idéaux qu'elle n'a jamais perdus. De l'art d'avoir des responsabilités avec le bonheur et l'envie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en gardant le cap. Alors, gardons le cap de cette émission, car nous allons passer au speed dating. C'est un petit moment pour que vous puissiez vous découvrir. Patrick de Rame, je vous donne 2 minutes pour poser toutes les questions que vous voulez à Elodie Maza, c'est à vous. Je suis déjà très très content de rencontrer Elodie, parce que je pense, moi je suis quelqu'un de très très rationnel, absolument athée, je ne sens aucune force, voilà. Donc et quelque part je vous envie, parce que c'est assez angoissant de pas de. Alors est-ce que vous pensez que disons de percevoir ses forces, ça vous aide aussi à calmer des angoisses? Oui, alors c'est sûr que, par exemple, je propose des contacts, ce que j'appelle les contacts avec les défunts. Donc, c'est-à-dire qu'une personne vient, par exemple, pour avoir un contact avec un de ses proches disparus. Et je pense que de voir que je ne connais pas la personne, que j'ai des informations sur cette personne, pour la personne qui vient me consulter, ça amène beaucoup de sérénité à cette même personne, parce que elle voit bien que on se connaît pas, j'ai des infos qui viennent d'un de ses proches défunts, et là ça peut amener une ouverture sur le fait qu'il y a bien une vie après la mort, ou après la vie, peu importe comment on l'appelle. Et simplement, je pense que ça amène énormément de paix. Ouais. Comment est-ce qu'on gère le doute? Dans le sens, j'imagine que c'est une science assez inexacte. Oui, on peut quand même dire ça, effectivement. Ouais. Alors, le doute, c'est-à-dire, vous voulez dire les ressentis que je peux avoir, si ça vient de ma tête ou si ça vient vraiment... Ok. Je dirais que c'est surtout la pratique qui va faire que je vais me rendre compte au fur et à mesure les informations, comment elles viennent. C'est déjà ça, de déterminer en fait si je me trompe, comment l'information elle est venue à moi, dans le sens où si c'est saccadé, en tout cas c'est mon cas, je sais que ça vient de ma tête et que c'est une information qui est erronée. Par contre, si je demande aucune info aux gens, donc je pars vraiment, je fais un peu ma prise de risque, je sais rien des personnes qui viennent, donc je sais que si j'ai une information, je peux que avoir confiance, et plus j'ai confiance en cette vie, en ce monde spirituel, et plus il me montre que c'est juste. Donc, il y a un aspect assez
carré. Permettez-moi de reformuler. Donc, les gens qui viennent vous voir, on arrive au bout de ces 2 minutes de questions, Patrick de Rame, merci beaucoup. Donc, les gens qui viennent vous voir, vous leur demandez ni leur âge, ni leur nom de famille, ni leur provenance, ni leurs problèmes, ni... Juste leur numéro de téléphone. Voilà. Si donc, jamais ils sont perdus. Ils viennent et en fait, vous les connaissez pas du tout. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous faites confiance à ce ressenti. Et donc, si un message arrive et qu'il est clair, enfin, ce que vous dites pas saccadé, c'est que vous pouvez faire confiance et vous y allez. Tandis que si c'est un peu, comment dire, biscornu ou... Oui, si je me trompe, tout simplement, ça peut quand même m'arriver d'avoir une information où je me plante, je reste un être humain, mais simplement, je fais confiance à toutes ces énergies que j'ai. Mais est-ce que vous osez le communiquer quand vous vous plantez, entre guillemets? Alors si je le communique pas, je peux pas savoir si je me suis trompée ou pas. Donc, et comment savoir si vous êtes trompé ou pas, vu que ces personnes ne sont plus là pour pouvoir... Alors par exemple, si j'ai un contact, ça c'est une des choses que je propose. Si j'ai un contact, une personne vient pour un contact, je vais simplement ressentir. Voilà, j'ai un homme, il me semble qu'il s'appelle Bernard, il est décédé plus ou moins à tel âge, etc., etc. Dès qu'il y a l'identification qui est faite, je laisse passer en fait cette énergie. C'est très rapide, c'est très fluide, c'est très intense comme sensation. Ouais, en fait, vous racontez ça, puis je suis plongée dans vos yeux, puis je me dis, là, comment elle fait? Ça a l'air très intéressant. On va continuer d'explorer tout ça, mais on va surtout inverser le speed dating pour le moment. Elodie Mazza, c'est votre tour de poser toutes les questions que vous voulez à Patrick de Rame. Ouais, super. Alors, je vais être rapide parce que j'ai plein de questions. Ce que j'apprécie, c'est qu'on a tous les deux un aspect artistique de ce que je comprends. Vous, c'est plus la musique, si j'ai bien compris. Comment on fait pour en arriver là? Je veux dire, est-ce que vous aviez pensé déjà être directeur c'est l'arsenic dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous auriez pensé faire ça de base ou bien vous vous êtes un petit peu laissé surprendre par la vie, j'ai l'impression? Non, oui, tout à fait. C'est une suite d'opportunités et d'envies. Ouais. J'avais jamais pensé devenir directeur de théâtre et ni directeur de festival. Ok. Et vous aujourd'hui, cet aspect artistique qui fait partie de vous, vous le faites aussi comme j'ai envie de dire loisir. Vu que vous parlez de musique, est-ce que vous continuez cette musique pour vous-même ou pour aller un peu plus loin? Alors, je fais un peu de musique en amateur depuis des années, mais c'est une pratique très très marginale et c'est du coup très très séparé de ma pratique de programmateur de danse et de théâtre principalement, qui est mon métier. Ah d'accord, c'était ma prochaine question, c'était de savoir un peu le rôle que vous aviez parce que moi je connais pas trop ce domaine-là, donc c'était juste pour que je comprenne un peu mieux. Donc vraiment votre rôle c'est de planifier si je peux dire comme ça, des pièces de théâtre et c'est vous qui avez toute la direction. Enfin, moi je connais vraiment pas, si vous pouvez m'expliquer un petit peu. Alors il y a la partie direction artistique, programmation, qui consiste justement à programmer tous les événements qui se passent à l'Arsenic. Donc ça peut être des performances, de la danse, du théâtre. Et puis il y a toute la partie, disons, de direction administrative et logistique du théâtre, qui évidemment inclut la gestion du personnel, l'administration, les budgets, bien sûr. C'est quand même des assez grosses institutions, donc assez complexes. Quand on est directeur, on est responsable de tout. Donc après, il faut aussi savoir déléguer et puis s'entourer des bonnes personnes. Moi, je travaille en confiance avec des collaborateurs qui sont assez exceptionnels. Elodie Mazza, encore une question ou pas du tout? Ça va. On arrive au bout de ces 2 minutes. Patrick de Rame, l'Arsenic. Alors, moi je l'ai présenté comme un centre d'art scénique contemporain. Je disais avec une programmation radicale, alternative et un brin allumé. Est-ce que ça vous va? Mais ça me va très bien. Ouais. Alternative, c'est très important. Parce que c'est vraiment des pièces qu'on voit nulle part ailleurs. C'est un peu à l'image de ce que fait le Grutli à Genève ou le Théâtre Saint-Gervais. Vous êtes vraiment des espèces de précurseurs. Ce qui dit bien que on les voit ailleurs, justement, au Grutli à Saint-Gervais. Non, les circuits de la performance et du spectacle contemporain sont quand même assez développés en Europe. Et ces institutions sont assez connues. La Suisse rayonne d'une belle manière en Europe grâce justement à des institutions ouvertes comme l'Arsenic. L'Arsenic a historiquement joué un rôle énorme là au milieu, justement. Elle a vu naître des Massimo Furland et... Exactement. Qui encore? Gilles Jobin, Andrea Novikov, Denis Maillefer, Yann Duvendac. Est-ce que c'est des noms qui vous disent quelque chose, Elodie Mazza, ou pas du tout? Alors, je dois dire que par rapport à ce domaine-là, pas trop, non. C'est vrai, c'est en ça que je dis, Patrick de Rame, c'est quand même des spectacles qui sont
pour une bonne partie, dédié justement à à des gens qui sont déjà, en guillemets, initiés à l'art contemporain. Moi, j'ai commencé à aller à l'Arsenic, j'avais 25 ans, j'avais aucune idée du théâtre et de la danse. Seulement, il s'y passait des trucs qui, moi, me soulevaient, et du coup, j'ai commencé à y aller comme ça, en amateur. Et c'était un des endroits où j'aimais aller aussi. Je pense qu'à l'époque, je trouvais ça cool. Mais disons, en 20 ans, ça a quand même énormément changé, j'imagine. Ben oui et non, parce qu'on a un public très jeune qui probablement ressent un peu les mêmes choses. Moi, j'essaye de... Disons, c'est pas parce qu'on est alternatif qu'on est élitiste. Dans le sens, c'est pas parce qu'on propose autre chose que le mainstream culturel globalisé, industrialisé, qu'on est forcément mais des fois, ça dans peut des déconcerter. choses extrêmement académiques ou quoi. Ouais. Bien sûr, ça déconcerte, mais si je parle de ma propre expérience quand je viens à l'Arsenic, je viens de temps à autre, des fois, je suis totalement fascinée et complètement excitée par ce que je vois, parce que c'est vraiment des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Puis des fois, je me dis, mais ils sont fous, cette équipe. Mais c'est bien notre rôle. C'est bien notre rôle. Je pense que l'art, s'il déplace pas les choses, il loupe. C'est plus de l'art. Il loupe son. C'est-à-dire que vous êtes vraiment pas consensuel, c'est ça que je veux dire. Mais je sais pas ce que ce serait un art consensuel. Il faudrait qu'on m'explique. L'art, par définition, c'est quelque chose qui remet en question, qui déplace, qui émeut. Je veux dire, je pense pas que Beethoven soit consensuel non plus. Et alors pour vous, Patrick Derame, parlez-moi d'une pièce qui pour vous était, on va dire, plus mainstream et puis quelque chose d'extrêmement piquant, peut-être un peu déstabilisant, qui a beaucoup déstabilisé le public roman. Allez-y. Alors... Non, par exemple, dans les grandes réussites récentes de l'Arsenic, il y a King Kong Theory d'Émilie Chariot. Magnifique. Qui est une reprise de Virginie Despentes, de son livre fondateur, qui est un spectacle vraiment qui laisse toute sa place au texte, qui ne fait pas de froufrou, la manière assez caricaturale de monter Virginie Despentes, c'est avec une guitare électrique, etc. Là, on est dans un plateau nu, des cadres lumineux et deux comédiennes qui se partagent le plateau et dont une qui juste donne le texte. Du coup, ce texte, qui est un texte fabuleux, direct, prend toute son ampleur parce que il a la place d'être pris au sérieux. Ça, c'était pour la partie classique. Et puis parfois, il y a des choses plus explosives, plus étonnantes. Oui, on a commencé la saison avec Florentina Holzinger qui reprend un ballet de Balanchine, mais version féministe, avec 6 femmes à poil qui sont assez agressives avec le public. Et du coup, on est dans des choses. Non, mais ça peut aller assez loin et en même temps, comment dire, c'est pas forcément là qu'on déplace le plus les choses. Enfin, je veux dire, quand je dis alternatif, ça veut pas forcément dire choquant. Ça veut dire que pour moi, c'est extrêmement important que l'artiste soit libre. Donc, en venant à l'Arsenic, il n'y a pas non plus impérativement un besoin de dire faites des choses qui choquent, faites des choses. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Par contre, il y a la possibilité de faire les choses. Il y a aussi la possibilité de faire un texte simple sur un plateau simple. Voilà, ça c'est. Voilà, j'avais envie que vous peigniez pour les auditeurs, en fait, entre guillemets, le spectre assez large finalement des spectacles qu'on peut voir chez vous et qui sont toujours assez renversants, ma foi. Si on veut se faire déplacer par les artistes, il faut les laisser aller où ils veulent et les suivre. Ça, c'est mon métier. Et leur donner une chance aussi. Je les suis, je les précède pas. Je veux dire, la première qualité d'un spectacle, une performance, c'est qu'elle me fait bouger moi. Et puis après, j'essaye de faire bouger le public après moi. Donc, je suis le premier public. Faire bouger les choses. Elodie Mazza, ça me fait rebondir sur votre parcours. Parce que une des choses que vous le racontez aussi dans différentes interviews et qui, moi, entre guillemets, m'ont fait presque un peu peur, c'est une des expériences que vous avez vécues, je crois, en Italie, une fois que vous étiez chez votre grand-mère, c'est ça? Oui, chez ma tante, exactement. C'est ce qu'on appelle la médiumnité physique. C'est-à-dire que simplement par l'énergie électromagnétique du corps physique, il peut y avoir une rencontre avec l'énergie électromagnétique d'un autre objet et cet objet-là va bouger, en fait, simplement par concentration de l'énergie dans un objet. Donc là, précisément, quand j'étais chez ma tante, c'était la première fois qu'il y avait en fait un jouet, pour la petite histoire, qui s'était allumé seul en marche mais qui n'avait pas de pile, et moi j'avais senti justement une présence à ce moment-là. Il y avait rien de négatif en fait, c'est simplement parce qu'on a toujours
ces visions un ça peu fait penser négatives, à des films d'horreur, voilà. disons. Mais ça, dans l'inconscient collectif, quand on voit des choses bouger, etc., c'est dans les films d'horreur, c'est dans les films qui terrifient tout le monde, quoi. Alors qu'en fait, c'est simplement l'énergie qui fait bouger un objet, tout simplement. Patrick Derame, vous avez déjà vécu des choses pareilles? Non, jamais. Il se tient la bouche. Non, mais c'est très, c'est passionnant parce que je me réjouis de vous entendre mieux parce que j'ai effectivement moi-même absolument aucune expérience spirituelle. C'est que je suis d'une famille assez croyante avec laquelle mes parents ont définitivement fait le divorce de la religion, et moi j'ai été éduqué dans un milieu totalement mais je suis pas sûre que ça ait des liens avec la religion, en fait, j'allais juste préciser ça, effectivement, il n'y a pas de religion en tout cas de mon côté, mais je comprends. Mais je veux dire, du coup j'ai pas d'autre spiritualité qui aurait remplacé ça, je comprends. Elodie Mazza, donc vous vivez une enfance, on va dire, un petit peu spéciale, j'imagine, avec beaucoup de ressentis, vous êtes assez seul, vous êtes harcelé à l'école, enfin c'est pas hyper facile, disons. Oui, il y a eu vraiment une période, je veux dire, je peux pas me plaindre. Je veux dire, j'ai une famille qui était top. J'ai quand même eu quelques amis, mais simplement, voilà, j'avais des choses à apprendre visiblement assez vite, et ça a commencé par du harcèlement ou bien des violences aussi. Un cas au niveau de la famille qui était pas facile, sans entrer dans les détails, mais voilà, tout ça a fait que je me suis retrouvée vraiment longtemps seule, avec toutes ces expériences, et puis à chercher un petit peu le sens de ma vie, un peu comme tout le monde, comme chaque être humain, mais ça s'est venu très vite en fait, et en fait ça m'a vraiment sauvé la vie, et je dis souvent que ça m'a sauvé la vie, cette médiumnité, cette spiritualité, parce que ça m'a permis de comprendre tout ce que je subissais, tout ce qui m'arrivait. Comment vous le justifiez alors? Je pense que j'avais des choses à apprendre, en fait, et simplement précisément là-dessus, que ce soit par rapport à la tolérance, par rapport au pardon. C'est comme si tous les événements que j'ai eus dans ma vie m'ont amené c'est un peu difficile à expliquer, mais simplement pour... Avec vos mains, vous faites une forme de, je sais pas, comme ça, de sphère qui sort de votre plexus. Voilà, vous êtes là. Voilà, c'est un peu difficile à la radio de pouvoir exprimer avec les mains, mais simplement comme s'il y a une force, en fait, qui est sortie de moi. Je peux pas dire autrement. Je suis passée de... je dis ça comme ça, de mes ténèbres à la lumière. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et mais quand même, il y a un moment donné de votre vie, pardon. Oui, pas de souci. Allez-y. Non, c'est bon. Je sais. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce moment où vous décidez de devenir ambulancière. Ah oui, ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au gymnase, on nous pousse à faire des études universitaires. J'étais toujours intéressée par le corps humain. Donc, vous auriez pu faire médecine. J'allais gentiment peut-être vers la médecine, mais ça m'embête un petit peu de devoir faire plusieurs années d'études encore. Donc en fait, je me suis rendue à la bibliothèque, et là j'ai demandé, il y avait un classeur avec tous les noms des métiers, et puis le deuxième métier c'était ambulancière. Et quand je suis tombée dessus, je peux pas expliquer juste la sensation incroyable que j'ai eue, où j'ai su que c'était ça, quoi. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai fermé le classeur, je me suis inscrite. Et puis, bien sûr, la réaction de mon entourage, j'étais une petite brindille, donc ce sera un métier d'homme, faut en avoir dans le ventre, donc ça m'a pas empêché de le faire et de le pratiquer pendant 8 ans, en fait, ce métier. Oui, à peu près, ouais, un petit peu moins de 8 ans, mais en tout cas... Et cette période, entre guillemets, de bascule où vous, finalement, j'imagine que vous passez à autre chose, vous devez être dans l'urgence, vous n'avez pas le temps, entre guillemets, de ressentir 36 fantômes et de voir des choses qui bougent, c'est ça que j'ose dire. Alors, disons qu'à un moment donné, je pense que j'étais trop connectée à ce monde-là, et qu'il fallait juste ratterrir un peu, et j'avais aucune structure, et puis je pouvais pas être comprise non plus par personne, il y avait personne qui pouvait me guider à ça. Donc, c'est comme si le monde spirituel m'a vraiment mis sur les rails de la vie, je peux pas dire autrement, mais d'une manière un peu brutale. Mais ça a été pour mon bien. Et puis après, c'est aussi moi qui ai un peu pris la décision de pas vouloir trop ressentir, parce que... On va écouter un texte de Barbara Carlotti, interprété par elle-même d'ailleurs. Ça s'appelle Radio mentale sentimentale, c'est sur la première. Au crépuscule, dans ma radio mentale, le son et l'image ne correspondent pas. J'entends des voix, tu sais, tu peux faire ce que tu veux de moi. Je vois des choses que personne ne voit. Je sais des choses que les autres ne savent pas.
la nuit, dans mon extase cristal, le son et l'image se partagent, je les vois, je sais, je sens, je vois. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux de moi, je vois des choses que personne ne voit, je sais des choses que les autres ne savent pas. Je ne suis pas folle, et si je suis folle, je suis folle de toi, mental, sentimental. Je ne suis pas folle, et si je suis folle de ça, mental, sentimental. Je connais la trame de l'univers, toutes les architectures célestes, les motifs qui relient les êtres et tous ces feux qui nous animent. Je capte les ondes invisibles. Mais ne t'inquiète pas, je sais aussi me taire et je peux faire ce que je veux de toi. Je sais des choses que les autres ne savent pas. Je ne suis pas folle, et si je suis folle de toi, radio mental, sentimental. Je ne suis pas folle, et si je suis folle de toi, radio mental, sentimental. Je ne suis pas folle, et si je suis folle de ça, radio mental, sentimental. Vous écoutez Premier Rendez-vous, il est 14h31 sur La Première. Et aujourd'hui, dans Premier Rendez-vous, Elodie Mazza et Patrick de RAM. Elodie Mazza, médium guérisseuse. On était en plein dans votre vie, en train d'essayer de comprendre les articulations de votre métier d'ambulancière et aussi de Oui. médium guérisseuse, etc. Comment vous passez de l'un à l'autre. Oui. Il y a un moment que vous appelez votre mort intérieure. Racontez-nous. Ah oui, ok. Alors ça, c'était en fin 2014, où là, j'ai terminé mes études d'ambulancière. Et puis, un soir, donc j'étais chez moi, tranquille, en train de lire dans mon lit. Et puis, tout d'un coup, j'ai été prise on va dire, c'était pas une crise d'angoisse, mais vraiment comme si j'étais presque en train de faire un angor, donc un début d'infarctus. Donc c'était vraiment prenant. J'étais en train de suffoquer, d'avoir de la peine à respirer. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait, parce que j'ai aucun problème de santé. Voilà, j'étais pas en train de faire une crise d'angoisse. Je lisais tranquillement. Et puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette panique, j'ai voulu prendre mon téléphone pour appeler les secours. Il s'est éteint. Et puis là, j'ai comme versé. Je sais pas si je me suis endormie, si j'ai fait un malaise, je me souviens plus. Tout ce que je me souviens, c'est que le lendemain, j'étais bien, je me sentais bien, j'étais réveillée, mais il y a quelque chose qui s'était passé à l'intérieur de moi de différent. Et je savais où je devais aller, je savais que je devais aller plus dans la médiumnité, en fait. C'est ça qui s'est passé. C'était un peu comme une étape, c'est ça? Ouais, c'est comme si j'avais mis des œillères pendant ces 3 ans, et puis la vie, elle me ramenait à ce que où je dois vraiment être, quoi. Patrick de Ramin. Est-ce que cette force et ces expériences que vous décrivez, ça peut d'une certaine manière nous relier? Ou est-ce que c'est quelque chose de personnel avec un monde qui serait un peu au-dessus de nous, disons? Alors, je pense que de toute façon, ça concerne tout le monde, parce que pour moi, on est tous une âme dans un corps physique. Et cette âme-là, pour moi, elle est connectée à une énergie, un espace qu'on peut appeler la vie, Dieu, c'est égal selon les croyances qu'on a. Mais simplement, voilà, c'est pas que personnel, il n'y a pas que moi qui va vivre ça, il y a plein de gens qui ont des expériences comme ça. Et c'est parce que justement, on est une âme.
Patrick de Rame, j'ai envie de rebondir sur l'elfe que vous accueillez en ce moment, si j'ose dire. René van Trier. Exactement, une néerlandaise, justement, qui pourrait avoir les mêmes, les mêmes sensibilités qu'Elodie Mazza, parce que, je sais pas, il y a quelque chose de terriblement onirique dans ce qu'elle propose. Donc c'est sur les planches de l'Arsenic, ça commence, je crois, demain soir, ou ce soir même, et encore demain. C'est une reprise d'un spectacle. Dimanche. Qui a eu lieu quand déjà ? C'est une reprise d'un spectacle qui a été créé l'automne passé. L'automne il y a 1 année et demie. Mmh. Et voilà, c'est un spectacle essentiellement musical. René, c'est quelqu'un qui vient des scènes de la musique et qui avait une pratique complètement performative de la musique, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle donne un concert, en fait, c'est l'apparition d'un personnage. C'est une espèce d'apparition. Donc des fois, elle fait elle pourrait par exemple, si on l'imagine apparaître ici, elle choisirait probablement un endroit derrière la vitre où tout d'un coup elle apparaît, elle chante quelque chose, etc. Elle a quelque chose d'un elfe, quoi, d'une petite. Ouais, d'autant plus qu'elle a des fausses oreilles en pointe comme ça qui sont. Elle a des projections avec des papillons notamment. Donc elle a toute une pratique de vidéo aussi elle performe dans le flux vidéo, mais c'est principalement un concert, donc elle enchaîne des chansons. Voilà. Dans lesquelles elle parle passablement de sa folie et de la folie du monde, d'une manière assez déstructurée, mais c'est assez fun en fait. C'est heroic fantasy, semi-manga. Exactement. Il y a quelque chose comme ça. Et ça vous parle, Elodie Mazza, parce que vous pratiquez aussi le dessin. Oui. Et vous êtes, il me semble, complètement fan justement de cet univers d'elfes, d'arbres, de racines, d'étoiles. Oui, alors. Comment expliquer vos dessins? Les dessins d'elfes là dont vous parlez, c'était surtout pour des commandes bien précises, donc c'est des gens qui m'ont demandé. Mais c'est vrai que je suis assez sobre dans mes peintures, si ça vient vraiment juste de moi entre guillemets. Par contre, quand c'est en lien avec les peintures d'âme, effectivement, on peut retrouver un peu cette sensibilité. C'est comme dans ce que je propose comme séance, il y a ce que j'appelle les conversations avec le guide, c'est-à-dire que je vais me connecter à l'énergie de la personne et je vais avoir des infos sur ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. La peinture d'âme, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a une image qui m'est transmise. Donc par exemple, je vous connais pas et puis je donne certaines infos précises sur ce que vous vivez, et puis l'image qu'on me donne dans un but précis par rapport à ce que ça peut vous aider ou ce que ça peut vous évoquer quand vous vous connectez à cette image. Et là, vous pourriez, si je vous le demandais, faire une peinture d'âme de Patrick de Rame, s'il était d'accord ? Alors oui, sauf que je pourrais pas la faire comme ça, là. Moi, je suis d'accord. Ce serait pas pour moi, je me prépare, je fais toujours une petite méditation. Là, je suis venue vraiment... Je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire, je suis pas en train de capter des choses, donc c'est vraiment on-off pour moi. Et là, je suis sous off, donc je pourrais pas, là, maintenant. Mais après, oui, je pourrais. Et pour vous mettre on, qu'est-ce qu'il faut faire, Elodie Mazza ? Je ferme les yeux et je médite. Mais 5 minutes, une demi-heure, une journée Non, je fais ça 20 minutes. Et ça suffit. Juste que je sois bien en contact avec lui. Et puis là, il y aura des choses. Si on veut de la précision, sinon je pourrais peut-être un peu sentir, mais j'ai pas envie de m'aventurer sur quelque chose que je sentirais à moitié, quoi. Est-ce qu'il y a des moyens que je ressente quelque chose comme ça ? Est-ce qu'il y a des moyens pour, disons, quelqu'un comme moi, c'est-à-dire assez peu éveillé spirituellement, d'accéder ou d'avoir une idée Oui. Alors pour moi, il y a tout le monde qui est capable de ressentir ces énergies, d'être connecté à soi. Et d'ailleurs, j'avais presque envie de vous dire, je pense que vous êtes très intuitif, mais que vous appelez pas ça connexion avec votre guide, mais que peut-être vous avez eu, quand on dit j'ai eu faim nez, ou bien j'ai senti cette personne, je peux pas la voir, ou voilà, c'est tous des petits moments. En fait, vous êtes à ce moment-là dans des ressentis. Et je pense que vous l'avez été beaucoup plus que ce que vous le dites, à mon sens. Patrick de Rame, justement, quand on fait de la programmation comme vous et qu'on choisit des spectacles, c'est là que ça se joue, non ? C'est dans ce nez-là. C'est que de la sensibilité, on est d'accord. Ouais. Et alors vous appelez ça, vous, de la sensibilité, c'est pas du... Il n'y a pas de critères objectifs, en tout cas, pour choisir un spectacle ou... Voilà. D'ailleurs, le système est un peu bizarre. On reçoit chaque automne des dossiers je reçois beaucoup trop. Je reçois 3 par jour, donc je ne peux même pas les lire. J'essaye de lire ce que je dois lire et puis de répondre tant bien que mal.
Mais pour moi, ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça parce que c'est pas du tout une question de thème. C'est pas du tout une question de type de forme ou quoi que ce soit. C'est plutôt une question de moi, j'envisage mon travail plutôt comme un travail de découvreur. Donc c'est là où ça se passe, c'est quand je vais voir, quand je vais. La plupart du temps, je me fais assez discret. C'est ça. Ouais. Je vais me faire mon idée personnelle et sensible effectivement de la chose. Donc effectivement, c'est un métier d'intuition. Oui, beaucoup. Ouais. Et donc vous êtes en contact avec votre âme à ce moment-là. Sauf que vous l'appelez pas voilà, comme c'est ça. Alors peut-être voilà. c'est une différence de mots, mais quand même, j'ai pas l'impression à ce moment-là d'être en. J'ai l'impression d'être en contact avec moi-même, effectivement, et pas spécifiquement avec quelque chose qui me dépasserait ou me transcenderait. Voilà. Et là, et en fait, pour moi, quand vous dites avec vous-même, c'est exactement ça, ce que j'appelle l'âme, c'est ce qu'il y a le cœur ou le guide. De nouveau, c'est des termes, mais c'est juste ce qu'il y a dedans, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas où les guides vont à la buvette. Est-ce qu'ils vont des fois se reposer quelque part, vos guides, Lydie Mazza? Ils partent en vacances Alors, j'ai pas réponse à tout. J'imagine que, pour moi, en tout cas, du moment que c'est des guides, c'est-à-dire vraiment ce qu'on peut appeler aussi des êtres spirituels, de lumière, eux, ils sont toujours dispo. De ce que je comprends quand on les demande. Les défunts, ils peuvent, mais j'ai la sensation que parfois, ils ont aussi... je vais dire des devoirs ou des obligations, je sais pas, qui leur permettent pas forcément d'être toujours là, voilà. En tout cas, si je posais la question de la buvette et de la pause pour les guides, c'est parce qu'on va justement écouter Buvette. C'était pas très fin, mais j'ai essayé. C'est la plasticienne Maya Rocha qu'on a reçue dans cette émission d'ailleurs, et puis le musicien Buvette qui se produiront à l'Arsenic le 15 février avec un spectacle qui s'appelle Living in a Painting, donc vivre dans une peinture. C'est des immenses installations performatives qu'ils ont déjà fait dans des endroits très prestigieux comme la Tate Gallery à Londres. Ou au Palais de Tokyo à Paris, et là je leur ai demandé de faire ça en immense à l'Arsenic, parce que donc on a la grande salle dont on a enlevé le gradin comme immense décor pour eux. Magnifique, ça s'appelle Buvette, c'est Room Without a View, c'est une pièce sans vue, mais avec des ressentis. Oui, Room Without a View avec y a pas de fenêtre à l'Arsenic. Premier rendez-vous sur La Première. Its own life here before, standing in ashes, and the white light is on. We're heading south. I can tell by the heat. No smoking, please, says a sign on the wall. Light a fire.
Cédric, Strulli sur la première, c'était Buvette. Vous écoutez Premier Rendez-vous, aujourd'hui dans l'émission Elodie Mazza, médium guérisseuse, et Patrick Derame, directeur de l'Arsenic, centre d'art scénique contemporain à Lausanne. Chers invités, c'est le moment de sortir des objets qui vous tiennent à cœur et qui vous racontent un peu. On commence avec vous, Patrick Derame. Qu'avez-vous amené? Alors bon, moi, c'était un exercice un peu difficile pour moi parce que je suis pas très matérialiste et j'ai assez peu d'objets qui pourraient me raconter. Mais j'ai choisi de vous amener quelque chose sous forme d'un petit cadeau. Merci. Alors voilà, ce que c'est. pour deux. Donc, en fait, c'est des noix de muscade. D'accord. Et c'est des noix de muscade que j'étais en Indonésie en vacances là, 3 semaines. Ah, c'est ça, ce j'ai petit commencé, côté aller surfeur. Voilà, exactement. Et j'étais aux îles Banda, qui sont des îles des épices qui sont assez difficilement accessibles. Bon voilà, c'était magnifique. Donc c'est des îles autour d'un volcan qui s'appelle Api. Et c'est les îles des épices. Et c'est historiquement la source de la noix de muscade. Okay. Qui vient pas de Muscat au Moyen-Orient, mais qui était amené par les marchands arabes, mais qui vient bien des îles Banda au départ. Donc, alors c'est magnifique et en même temps ça illustre quelque chose d'assez terrible, c'est-à-dire la malédiction d'avoir une ressource naturelle que le monde entier convoite. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, ces îles ont été, il y a eu un génocide complet. Par les Hollandais qui voulaient avoir le contrôle de la noix de muscade, et ils ont massacré l'entier de la population de ces îles pour les repeupler avec des esclaves javanais qui maintenant sont la population de ces îles, c'est les descendants de ces esclaves. Donc voilà, l'Indonésie c'est ça, c'est un mélange d'histoires très dures. C'est fou parce que j'avais cette petite noix de muscade des choses magnifiques dans les mains. Je me suis dit tiens, ah ouais sympa. Puis après c'est vrai qu'on a voilà. envie de... Alors tout de suite je casse l'ambiance avec voilà. Non mais peut-être qu'aussi ça raconte. Moi j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup la nourriture. Je trouve que la nourriture c'est quelque chose qui nous relie aussi avec quelque chose qui a une histoire, qui est quelque chose qui a un... Voilà, donc voilà, la noix de muscade a une histoire qui, en l'occurrence, est terrible, mais voilà, c'est. Moi, ça dit bien aussi quelque chose de votre métier, Patrick Derame. Quand on programme des spectacles, c'est aussi une vision politique, souvent qu'on engage à venir voir sur scène. Oui. Et c'est finalement aussi peut-être votre passé. Vous avez un papa qui est, je crois, qui était prof de sciences politiques à l'université, et puis une maman dans le théâtre, etc. Puis j'ai l'impression que vous êtes vraiment le mix de ces deux passions, le théâtre de votre maman, le côté justement monde des idées de votre papa, etc. Bon, bien que dans le théâtre aussi à la base. Vous êtes d'accord? Vous vous retrouvez dans cette... Oui, je me retrouve bien dans cette définition. Pour moi, faire de l'art, c'est très politique, même pour les artistes qui disent ne pas l'être. C'est une posture par rapport à la société, et puis j'ai aussi l'impression que maintenant on est globalement dans un moment où on n'a plus le choix, où on doit considérer les alternatives, c'est-à-dire le mainstream, la voie unique proposée par la société n'est plus viable, on le voit bien. Donc il y a une urgence de considérer vraiment les alternatives, et les artistes sont des faiseurs d'alternatives. Les artistes sont des gens qui viennent proposer d'autres manières de penser le monde, d'autres manières de voir le monde, d'autres sensibilités, d'autres manières d'échanger nos sensibilités.
Voilà, d'où mes questions sur les échanges aussi, de force qu'on peut avoir, parce que peut-être là, il y a aussi un point commun. Oui. Merci beaucoup pour la noix de muscade, en tout cas. Ouais, alors là, il faut la casser, hein, donc elle est dans sa coquille, donc il faut râper l'intérieur. Ouais, très bien. D'accord. Alors j'essaierai sans essayer de me râper les doigts. Elodie Mazza, de votre côté, qu'avez-vous amené comme objet? Alors à la base, comme vous Patrick, je suis pas très matérialiste, donc je savais pas quoi amener. Et puis tout d'un coup, au lieu de 1, j'en ai 2. Bon, bah alors allez-y, sortez-les. Voilà. Elle se penche, elle attrape. Alors, ce qui est noté dessus, c'est pas très important. Donc c'est un journal. C'est le 5e d'une longue série où j'ai retracé en fait toutes les expériences que j'ai avec le monde spirituel. Bon, celui-là, il est pas très intéressant parce que c'était celui qui débute, mais simplement de retracer toutes les sorties de corps que j'ai eues, où je notais tout ce que j'avais vu ou senti pour pouvoir les confirmer après, parce que souvent j'ai eu des confirmations après. Donc expliquez-nous juste. Ça paraît, vous sortez ça comme ça vite fait. Donc une sortie de corps, vous pouvez vérifier des choses. Ça veut dire que vous êtes rendu par exemple dans des endroits, vous avez visité ces endroits entre guillemets en sortie de corps, donc physiquement pas là. Voilà. Puis vous êtes allé par la suite, puis vous avez pu vérifier, c'est ça? Alors exactement. Donc une sortie de corps, c'est-à-dire que à ce moment-là, je suis plus qu'une énergie, mais toujours reliée à mon corps, et puis je vais me balader. Et à ce moment-là, je découvre des endroits avec peut-être des écriteaux, avec des odeurs, enfin voilà, des indications d'un certain endroit que j'ai jamais visité. Et au départ, je pensais que ces endroits n'existaient pas et que c'était comme une sorte de rêve. Et en fait, par la suite, j'ai eu toujours comme dans le film Déjà Vu, où je me retrouvais dans des endroits où il y avait des précisions, vraiment des adresses, par exemple. Exemple. Alors par exemple, j'avais une adresse à Venise, donc je sais plus maintenant le nom de l'adresse par cœur, mais où j'étais sortie, donc j'avais visité vraiment un endroit à Venise, mais je savais pas que c'était Venise à ce moment-là. Et quand j'ai fait après au gymnase une sortie de 4 jours avec mon professeur d'art, voilà. On est arrivé à Venise et je me retrouve dans un endroit que j'avais déjà vu et j'avais déjà tout noté, en fait, ces indications. Dans ce genre de journal-là, justement? Voilà. Alors là, j'ai pris un journal comme ça, mais disons que, exactement. Donc là, c'est le 5e j'ai commencé vers 11-12 ans, en fait, pour retracer, pour savoir que j'étais pas folle, tout simplement. Parce que sinon, c'était trop facile d'avoir cette sensation de déjà vu et puis de pas savoir si c'était vraiment moi qui l'avais senti ou si c'était ma tête qui enrobait ça dans quelque chose. Vous auriez peut-être pu voir un film ou enfin quelque chose comme ça et l'enregistrer dans votre inconscient puis après peut-être le redécouvrir après ou bien c'est-à-dire au niveau de ce que j'ai vu. Non mais je suis pas en train de mettre en doute, mais c'est l'idée qui me vient quand vous me racontez ça. Je me dis Venise c'est une ville tellement connue, elle a été filmée sous toutes les coutures, etc. Donc je me dis peut-être. Oui, alors là mais c'était vraiment des endroits bien précis. Voilà, vraiment avec ça peut être tout d'un coup qu'il y avait je sais pas un écriteau rouge et puis je sais qu'il y a une grand-mère qui habitait là avec son chat, enfin vraiment des choses des fois surprenantes et c'est pour ça que il y a eu des endroits vraiment ou bien avec des salles de jeu avec des graffitis bien précis, enfin voilà, des choses que je pouvais pas retrouver ailleurs. Donc c'était assez voilà, donc j'ai un peu mis ça, j'ai un peu noté tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça que vous avez amené ce cahier, c'est ça? Voilà, exactement. Donc il y a ce genre de choses là-dedans. Et puis le deuxième objet, en fait, c'est mon mala pour méditer, tout simplement. Donc c'est un outil simplement. Donc ça apporte aucune religion, en tout cas pour moi. C'est simplement pour faire travailler mon énergie en fait quand je médite. Donc c'est comme un muscle énergétique pour moi l'énergie. Et puis simplement avec ce mala, donc là il y a 108 perles pour me permettre de compter en fait mes respirations, sans les compter cérébralement, mais juste avec ces perles-là, et de pouvoir intensifier l'énergie pour me permettre de faire ce que je fais de manière précise. Donc, Elodie Mazza, je résume, donc vous mettez en contact avec des défunts pour des gens qui auraient envie de parler avec des gens qui ont perdu, vous faites des dialogues avec des guides, donc ça c'est plutôt les énergies des gens, enfin, c'est-à-dire les âmes des gens, c'est ça? Oui, c'est une autre fréquence, si vous voulez. Là, je suis avec la conversation avec le guide, je suis en contact avec ce que j'appelle des guides, et puis l'autre fréquence, c'est les contacts avec les défunts. Et puis, il y a encore des guérisons que vous pratiquez aussi.
Alors, ce que j'appelle guérison spirituelle, donc là, à ce moment-là, je suis juste l'intermédiaire, en fait, entre ces énergies-là qui viennent amener de la guérison pour la personne qui se présente. Alors, guérison avec des guillemets, toujours, parce que ça peut venir autant sur le plan émotionnel, physique, spirituel. Et de toute manière, l'énergie, elle passe, elle se positionne là où c'est juste. Donc, j'ai aucun... Et comment vous gagnez votre vie d'une certaine manière ? Je gagne ma vie aujourd'hui parce que j'ai lâché les ambulances depuis une année maintenant. Donc là, je vide mes séances et puis les peintures que je fais, c'est vraiment à côté pour le plaisir parce que j'ai toujours dessiné en fait. Vous me disiez juste avant l'émission, je suis passée quand même d'un salaire d'un bon salaire à un salaire plus petit. Oui. Et puis c'est un mode de vie peut-être un peu plus saltimbanque comme ça ou pas, Elodie Mazza? Oui, alors c'est clair que le rythme c'est pas le même que l'ambulance, mais après j'ai toujours aimé ce métier. Je suis pas partie fâchée ou à pas l'avoir aimé, mais simplement j'ai un mode de vie qui me correspond plus et qui est plus en lien avec qui je suis. Donc forcément que... Et en tant qu'ambulancière, vous avez dû vivre des choses, j'imagine, pas toujours évidentes. Enfin, racontez-nous un souvenir particulier. Oui, alors j'en avais plein, mais en tout cas, ce qui me vient en tête, c'est d'avoir ressenti des douleurs en fait avant même d'être arrivé sur place, donc des douleurs bien précises en sachant ce que la personne, comment elle était, sa façon d'être et qui se confirme en fait au moment où on la rencontre. Mais ça devait être des gains de temps incroyables, ça, non? De savoir déjà où la personne souffrait, ça pouvait vous aider à poser un diagnostic. Enfin voilà, ça devait être très pratique quand vous étiez ambulancière. Alors c'était des petites astuces pour moi, mais après il y a quand même une certaine mesure où parfois je sentais des choses, mais que je pouvais pas dire comme ça parce que forcément que le médecin après m'aurait demandé mais comment vous avez eu cette information ou qu'est-ce qui vous fait dire que c'est ça. Et puis j'ai pas de diagnostic à poser, mais simplement voilà, il y a des choses que je pouvais pas forcément avoir l'argumentation derrière pour quelqu'un de rationnel, donc j'utilisais ça avec vraiment des pincettes. Ça doit être un petit peu délicat, ça. Quand je vous entends parler, je me dis, vous avez dû parfois vivre des frustrations, oui. Des choses injustes. Enfin. Oui. Par contre, c'était aussi beau parce que quand il y avait par exemple des réanimations, et je me souviens d'une dame qui était encore assez jeune, qui avait 70 ans, qui était indépendante. Et elle était en train de mourir, en fait. Puis j'avais juste entendu qu'elle me disait, il faut prévenir ma fille, qui était en Amérique du Sud à ce moment-là. Et ce genre de choses, c'est un peu délicat d'amener à la police, par exemple, qui était sur place, en disant, il faut prévenir la fille si jamais elle est en Amérique du Sud. Ça peut paraître un peu... Vous l'avez fait ou pas? Oui, je l'ai fait, oui. Ouais. Et on vous a pas posé de questions? Non, parce que je pense qu'ils étaient tellement concentrés, et puis voilà, mais quand même, c'est des choses... Puis elle était effectivement en Amérique du Sud, et puis... Elle est en Colombie, ouais. Elle a pu venir, du coup, voilà. Donc, c'est un peu surprenant, parfois. Ça vous fait quoi, Patrick de Rame, d'entendre ce genre d'histoire? Disons que... évidemment, en même temps, moi je suis assez sceptique, mais en même temps, c'est vrai que on sent des choses... tout le temps et que on a de l'intuition. Moi, j'ai beaucoup d'intuition. Mon métier est complètement, on disait tout à l'heure, basé sur l'intuition. Donc, je peux aussi comprendre que quand on a une forte intuition et on se retrouve un peu décalé parce que autour de soi, forcément, les gens ont pas forcément cette intuition-là. Et donc, du coup, on sent des choses que ces gens ne sentent pas. Donc ça, je peux aussi me comprendre ça et vivre ça. Patrick de Rame, merci pour cette réaction. Elodie Mazza, je vois sous la manche là de votre pull un petit museau, mais qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue ça depuis le début de l'émission. C'est un loup. Ah donc c'est bien un museau, c'est ça? Oui, c'est bien un museau. Vous découvrez votre avant-bras. Voilà. Et vous avez un loup sur votre avant-bras avec des fleurs dessus. Racontez-nous, c'est quoi ce tatouage? Oui, il va jusqu'en haut, donc il y a plusieurs, il y a des oiseaux aussi. Il y a une épée de l'autre côté. Une épée de ce côté, enfin voilà. Mais oui, le loup, c'est parce que c'est un peu un animal qui m'a toujours parlé depuis petite. Je sais pas vraiment, enfin, je sais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi dans un premier temps. Mais ce que j'aime bien chez le loup, c'est qu'il vit autant bien seul qu'en meute. Et je pense à cette flexibilité, le fait aussi qu'il soit pas forcément toujours vu comme il est réellement aussi. On a souvent peur de ce loup, ou on a des croyances par rapport à ce loup, alors que c'est pas
c'est pas le cas. C'est un outil de médiation, en fait, votre tatouage, c'est ça? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Patrick Derame, vous avez des tatouages, vous? Non, j'ai pas de tatouage. Je crois que je suis le seul de tous les gens qui sont à l'Arsenic qui n'a pas de tatouage. D'ailleurs, à l'Arsenic, un spectacle à recommander ces prochains jours? Mais il y a bien sûr René Van Trier on a qu'on a déjà évoqué, dit René Van Trier, mais par exemple qui est là ce soir et demain soir. Voilà, et puis donc parallèlement à René, il y a Julie Monod, une plasticienne qui fait des costumes, qui fait des performances, qui est une femme incroyable, qui a un univers hyper riche. Je pense que ça va être à découvrir aussi. Oui, elle fait ses études maintenant et ça va être pronostic, ça va être une des grandes artistes de ces prochaines années. Vous la teasez bien, Patrick Derame. C'est à l'Arsenic. Merci beaucoup, Elodie Mazza, d'être venue. Merci à vous. Vous sortirez un livre horizon mai-juin aux éditions Favre. Oui. Voilà, sur votre parcours, etc. Exactement. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci aussi, Patrick Derame. Merci. Bonjour Lucas Torrent. Bonjour Pauline, avec notre reportage, on va aller dans un lieu mythique, mais qui existe, Shangri-La. C'est à la fois dans des romans. C'est dans une Non, d'accord. Non, il n'y a pas de jeu de mots à faire avec la sangria. Okay, c'est vrai que j'ai un collègue qui l'a fait ce matin, ce jeu de mots. C'est bien que comme ça, c'est vous qui l'avez fait. C'est une ville en Chine, entre le Disneyland et la tradition. On sera au Tibet, ce sera très intéressant. Magnifique, merci beaucoup Lucas Torrent. Il me reste juste à vous dire qu'il est 15h sur la première. Très douce fin de journée à vous, au revoir.